m'appelle Pierre-Luc Désiel, je suis professeur de la faculté de droit de l'Université Laval. Bienvenue à ce cycle de conférences sur notre loi cadre concernant le cadre juridique des technologies de l'information. Alors, je voulais juste commencer en vous faisant peut-être une petite genèse de ce projet-là, vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on a construit le cycle de cette manière-là. Moi, j'ai été contacté je pense que ça fait un an, un peu plus qu'un an, pour faire une activité autour de cette loi cadre. Sous prétexte, justement, on avait approché la faculté de droit à l'Université Laval, que c'était une loi qui était assez méconnue, assez peut-être un peu mal maîtrisée, qui avait peut-être à gagner, à mieux l'expliquer, à mieux en faire un tour d'horizon. Donc, j'ai presque automatiquement contacté mon collègue et ami Vincent Gautret, avec qui on a organisé le cycle, parce que s'il y a bien une personne référence sur cette loi, c'est Vincent. Et rapidement, quand on a commencé à parler, élaborer ce projet-là, on s'est rendu compte que peut-être qu'un atelier ou une seule séance, c'était insuffisant. On commençait à faire circuler des idées, à échanger des points de vue sur quelles sont les principales thématiques de cette loi-là qu'on devrait aborder. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait, il y avait tellement à expliquer. C'était justement une loi qui était assez méconnue, qu'il valait peut-être mieux prendre le temps, surtout avec la possibilité de faire ces séminaires-là en ligne, d'en organiser quelques-uns et de faire un peu une suite de conférences qu'on pourrait présenter. Juste à titre informatif sur le fait que cette loi-là soit assez méconnue, j'ai conduit une étude au cours des dernières années avec le ministère de la Justice du Québec sur l'impact des technologies de l'information sur la formation juridique, sur la profession juridique. Et une des choses qu'on a faites, c'est de sonder l'opinion des praticiens, des professeurs, des étudiants sur le niveau de connaissance de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. Et donc, sur les 500 participants à notre sondage en ligne, un peu plus que 500, on avait un taux de connaissance de la loi 4 d'environ 27,8 %. Donc, il y avait seulement 27,8 % des praticiens, professeurs et étudiants qui connaissaient cette loi-là, ou en tout cas qui affirmaient bien la connaître. Donc, évidemment, les professeurs étaient en tête de liste, la population qui affirmait les connaître le plus que les autres, et en dernier lieu, les étudiants. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on s'est dit peut-être que ça serait intéressant là, de faire un cycle de conférences, pas juste un atelier comme ça, surtout que maintenant la loi a 20 ans, de pouvoir explorer un peu plus en détail certains des aspects qui nous semblaient pertinents, intéressants, et d'inviter à chaque fois des spécialistes dans ces domaines-là. Donc, au final, le cycle, vous le savez sans doute, va avoir cinq instanciations. Le premier, aujourd'hui, on commence avec le professeur Panaccio sur la question de preuve. On va avoir une deuxième séance et peut-être qu'on peut vous mettre éventuellement le lien, là, si vous ne le connaissez pas déjà, dans le chat, avec Maître Julie Gauthier le 16 février sur la protection des renseignements personnels. Le 30 mars, mon collègue, le professeur Reza Moretti-Nejad et Maître Parnasse Abbé-Stephenson vont nous parler de l'identité numérique. On aura un avant-dernier séminaire le 13 avril sur la gestion documentaire avec la professeure Masse et Maître François Sénécal, et un dernier tour de roue le 12 mai où Vincent Gautret et moi allons parler un petit peu des perspectives d'avenir de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. Donc, voilà un petit peu pour la genèse du projet. On aura donc un cycle de conférences d'environ 7h30 de temps sur la loi cadre, et vous n'êtes pas sans savoir qu'on va débuter aujourd'hui en force avec les questions de preuve avec le professeur Charles-Maxime Panaccio, et je vais donc laisser mon collègue, professeur Gautret, vous le présenter. Merci Pierre-Luc. Et c'est vrai que la loi est en bien des égards mal connue, et une des manières de faire justement pour tenter de mieux la comprendre, c'est de la proposer, enfin que l'analyse en fait soit proposée avec des gens avec de la profondeur, avec du recul, avec de la hauteur, que ce soit historique, théorique ou relié aux règles générales, et c'est pour ça que qu'on était ravis en fait que Charles-Maxime Panaccio, qui est professeur à l'Université d'Ottawa, section de droit civil, un grand spécialiste en preuve civile s'il en est, tant sur les aspects, je dirais,
pratico-pratique, avec notamment son livre avec du charme sur l'administration de la preuve, que sur une vision plus théorique, au regard notamment de toutes ces recherches sur les droits constitutionnels liés à la preuve. Donc, merci beaucoup, Charles-Maxime, d'avoir accepté de jouer ce premier jalon dans ce cycle de 5. Lors de nos discussions, parce que j'entends un petit peu, je crois deviner, parce que je l'ai lu, parce que j'ai déjà entendu, peut-être certains angles qu'il va peut-être aborder avec ce background très riche dont je viens vous parler. Et lors de discussion, je lui avais dit, ouais, mais il faut quand même lui donner un petit peu d'amour à cette loi-là. Et ça, je faisais référence notamment à un grand spécialiste français de l'Amérique. Vous savez, en France, il y a assez naturellement un anti-américanisme primaire, même au niveau de la recherche. Et lui, souvent, commençait ses conférences en disant, pour comprendre l'Amérique, il faut quand même l'aimer un peu. Et à bien des égards, c'est un peu la même approche méthodologique que je vous propose, avec une loi qui est compliquée, qui a une vingtaine d'années, qui présente plusieurs travers que souvent ont à juste titre dénoncés. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je pense qu'il faut être capable de réinitier, pour que cette loi soit mieux connue, un dialogue un peu de sourd qu'il y a toujours eu depuis 20 ans entre les spécialistes de la loi et les généralistes de la preuve et les généralistes du droit civil en général. Alors, encore une fois, merci beaucoup, Charles-Maxime. Peut-être 2-3 petites avant que tu commences, Charles-Maxime, 2 petits éléments d'attendance. Il va y avoir de la formation continue donnée pour cette activité-là. Lady Zanou, qui est le coordonnateur de la chaire Wilson, que je remercie encore, là, je me sens tellement sécurisé quand il est là, va vers la fin de la séance, là, vers 1h30, vous transmettre un mot-clé que vous aurez à cocher dans le petit questionnaire maintenant auquel vous êtes habitué dans la plateforme Lara. Alors voilà, la parole est à toi, Charles-Maxime. Merci encore. Merci beaucoup à vous deux et je remercie tout le monde d'être présent aujourd'hui également. On m'a invité aujourd'hui à aborder le sujet de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information que je vais appeler à partir de maintenant la loi pour des raisons évidentes. Donc, le sujet de la loi et la preuve. Éventuellement, je vais partager des diapositives PowerPoint à travers Zoom, mais pour le moment, je vais simplement vous parler directement. Donc, aborder le sujet de la loi et de la preuve, ce n'est pas, pour moi, en tout cas, une mission évidente. D'abord parce que Vincent Gautret, avec d'autres, a déjà passablement rasé le terrain. Donc, c'est difficile de dire quelque chose de nouveau et d'intéressant à l'égard de la loi. Et ensuite, parce que la loi et la preuve, c'est un sujet que je trouve intrinsèquement difficile. Je ne crois pas être un technophile ni un technophobe. On peut me qualifier de neutre technologiquement, mais je n'ai pas d'affinité particulière pour les nouvelles technologies. Et donc, j'apprends des choses à mesure que j'essaie de comprendre la loi et ça me force à comprendre un petit peu plus la technologie dans la mesure de mes capacités. Mais ça reste pour moi un sujet très intéressant parce que c'est un sujet qui me pousse vers mes derniers retranchements conceptuels en matière de preuve. Et donc, ça fait de ce sujet-là un sujet difficile. Donc, ce que je peux essayer de faire aujourd'hui, c'est tenter de comprendre, de commenter et peut-être de critiquer constructivement, donc un peu d'amour, la loi, en essayant de la situer par rapport au droit de la preuve en général. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est à peu près tout ce que je peux faire en lien avec la loi parce que pour le reste,
les autres aspects de la loi qui vont être abordés, notamment dans les sessions qui suivent celle-ci. Pour le reste, mes capacités sont atteintes. Donc, situer la loi à l'égard du droit de la preuve en général, ça veut dire que, dans un premier temps, je dois, heureusement ou malheureusement, parler du droit de la preuve en général, au moins un petit peu. Ce que je vais faire, et ensuite, je vais donner un bref exposé de ce que fait ou semble faire la loi en lien avec le droit de la preuve. Puis, je vais aborder ce qu'on peut appeler des questions conceptuelles plus générales, toujours en lien avec la loi et le droit de la preuve. Puis, finalement, je vais dire quelques mots sur quelques sujets précis. La notion d'original qui est mentionnée à la loi et qui est évidemment pertinente en lien avec la règle de la meilleure preuve ou la règle de la nécessité de l'original qu'on retrouve à l'article 2860 du Code civil. Donc, quelques mots sur la notion d'original, quelques mots sur la loi et la preuve écrite. Et finalement, je pensais m'exprimer peut-être un peu sur la question de la signature, mais ce n'est peut-être pas la question qui remet en question la loi ou pose des questions sur la loi de façon spécifique. Je pense que la question de la signature remet en question certains articles du Code civil davantage que la loi elle-même. Donc, je vais me limiter à l'original et à la question de la loi et de la preuve écrite. Donc, je commence avec le droit de la preuve en général et je vais vous partager le PowerPoint dans un instant. Donc, voilà. Donc, quelques généralités sur le droit de la preuve. Vous pourrez suivre de façon générale avec cette diapositive-là. Donc, on peut commencer par dire que le droit de la preuve s'intéresse aux faits. C'est une chose assez évidente. Et qu'il vise de façon générale à orienter le raisonnement par lequel un tribunal établit l'existence ou l'inexistence d'événements qui sont survenus dans le passé. Donc, des événements comme des actes de volonté, des actes de consentement ou un accident, donc juste un événement ordinaire qui, par exemple, peut être à la base d'une poursuite en responsabilité extra-contractuelle. Donc, ce que les règles du droit de la preuve font, c'est encadrer l'établissement judiciaire de ce qu'on appelle parfois les faits matériels. Évidemment, par la nature des choses, il n'est pas question de constater directement ces faits matériels-là qui sont survenus dans le passé, donc ils sont finis, et il y a évidemment seulement le présent qui est à notre portée immédiate. Donc, les faits du passé, les événements du passé, on peut les connaître seulement par des procédés de connaissance indirects. Et en fait, cette qualité indirecte-là de la preuve est en quelque sorte inhérente à l'activité de prouver qui implique la démonstration par opposition à la constatation. Donc, évidemment, je n'ai pas besoin de prouver qu'en ce moment, je suis assis sur une chaise pour le savoir. Mais c'est encore plus clair que notre accès à la réalité ou à la vérité est indirect quand il s'agit d'événements du passé, comme le sont les faits qui sont en cause devant les tribunaux. Donc, évidemment, lors de la présentation de la preuve, il y a une appréhension directe, une constatation des éléments de preuve, donc les témoignages de personnes, les vidéos qu'on regarde ou les autres types d'enregistrements, l'écrit papier original ou peut-être même l'écrit technologique, on peut les constater directement, mais forcément, jamais une constatation directe de l'événement fondamental qui nous intéresse.
Donc, on obtient des éléments de preuve par des déclarations de gens qui ont assisté à l'événement ou par les aveux de ceux qui sont directement concernés et qui, normalement, ont aussi été témoins de l'événement, ou par la captation ou la représentation technologique des événements eux-mêmes. Mais même là, évidemment, même quand on regarde une vidéo, il ne s'agit pas d'une constatation des événements eux-mêmes. On constate une représentation ou une captation des événements qui ont eu lieu dans le passé. D'autre part, une grande partie des règles du droit de la preuve sert à favoriser l'atteinte de la vérité. Donc, l'atteinte de la vérité, c'est un peu l'objectif fondamental qui oriente les règles du droit de la preuve. Donc, on peut prendre des exemples simples et fondamentaux comme l'exigence de pertinence ou toutes les règles qui entourent la nature, la force probante et l'admissibilité des différents éléments ou moyens de preuve, généralement, ont pour objet de favoriser la recherche de la vérité. Bref, je vous expose ici probablement rien de particulièrement spécial, mais j'essaie de mettre la table. Donc, il n'y a pas de 36 façons d'aller rejoindre une réalité qui est survenue dans le passé, soit qu'une personne en a eu personnellement connaissance et relate forcément après les faits ou peut-être à la limite pendant, mais ce qu'elle a personnellement constaté. Et on peut relater ce qu'on a constaté tout de suite après les faits ou plus tard ou devant le tribunal, mais toutes ces choses-là, évidemment, constituent des témoignages. Et le récit peut être offert par écrit ou oralement ou sur une technologie audio, une technologie vidéo à l'extérieur du tribunal ou devant le tribunal. Tout ça, toutes ces choses-là, ce sont des déclarations concernant des faits dont une personne a eu personnellement connaissance. Donc, on touche la réalité soit par témoignage d'une façon ou d'une autre, préservée ou en direct, ou on la touche, la réalité, en la captant technologiquement. Par exemple, si vous captez un groupe d'Ostrogoths qui boivent dans un avion pour Cancun, vous avez capté la réalité et vous pouvez y avoir accès de cette façon. Finalement, on peut apporter un objet ou on peut constater certaines choses à partir d'un objet, comme une liasse de billets de dollars, de billets de banque. Mais encore là, on peut constater l'objet directement, mais on ne constate jamais les faits qu'on essaie ultimement d'établir. Donc, oui, il y a 5 moyens de preuve qui sont exposés dans le Code civil, c'est-à-dire le témoignage, les différents types d'écrits, l'aveu, la présomption et la preuve par présentation d'un élément matériel. Mais je pense qu'à la base, ce qu'on a, si on réduit tout ça à ces éléments les plus simples, ce qu'on a, ce sont des témoignages, des représentations technologiques, des objets dans certaines circonstances et un processus d'inférence, une logique inférentielle. Et on pourrait même ajouter peut-être la connaissance d'office pour ce qui est des faits qui sont évidents et connus de tout le monde. Donc ça, c'est certaines généralités concernant le droit de la preuve. Maintenant, on peut jeter un coup d'œil à la loi elle-même. Donc, de la perspective du droit de la preuve, qu'est-ce qui arrive avec les formats électroniques, les technologies de l'information? Bien, d'un certain point de vue, on pourrait dire pas grand-chose. Les technologies de l'information nous donnent d'autres façons de documenter, de stocker des témoignages ou des aveux
soit par écrit, sur vidéo ou audio, donc de stocker de l'information, d'autres façons de manifester notre consentement. Donc, ce qui se passe plus particulièrement, c'est qu'on délaisse le papier dans nos processus de documentation. Donc, on a dématérialisé nos processus de documentation à bien des égards. Et donc, la loi et certains articles du Code civil, qu'est-ce qu'elle fait du point de vue du droit de la preuve civile? Bien, la première chose, je dirais, avec l'article 2837 du Code civil et les articles 1 et 2 de la loi, c'est qu'elle établit les idées d'équivalence fonctionnelle et de neutralité technologique, qui, à mes yeux, m'apparaissent assez similaires. Je ne suis vraiment pas certain que ce soit le cas pour le professeur Gautret. Entre autres, quand je lis son ouvrage sur la preuve technologique. Mais on a ces principes-là généraux d'équivalence fonctionnelle entre les différents types de documents, peu importe le support ou la technologie, et cette idée de neutralité technologique qui est mentionnée ou qui sont mentionnés particulièrement quant aux écrits. Donc, un écrit, c'est un écrit, peu importe qu'il soit sur support papier ou sur support technologique. Donc, première chose que la loi fait, c'est établir ces espèces de principes généraux. Ensuite, à l'article 5 et à l'article 2838 du Code civil, la loi énonce que le document dont l'intégrité est assurée et qui respecte les mêmes règles de droit qu'un document papier équivalent a la même valeur juridique que le document papier. Donc, si son intégrité est assurée, qu'il respecte les mêmes règles de droit, il a la même valeur juridique. Ensuite, l'article 6 de la loi, l'article 2839 du Code civil, nous explique ou nous expose les conditions qu'on doit rencontrer pour que l'intégrité d'un document soit assurée. Donc, on nous dit que dans un premier temps, il faut qu'il soit possible de vérifier que l'information n'est pas altérée, qu'elle est maintenue dans son intégralité et qu'il faut que le support qui porte l'information lui procure stabilité et pérennité. Donc, on énonce les conditions qu'on doit rencontrer pour que l'intégrité d'un document soit considérée comme étant assurée. Mais finalement, à l'article 7, article 2840 du Code civil, on dit qu'il n'y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les technologies utilisées pour le communiquer permettent d'assurer son intégrité, à moins que celui qui en conteste l'admission établisse par prépondérance de preuve qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document. Donc, pas besoin de prouver que le support ou les technologies utilisées pour communiquer permettent d'assurer l'intégrité, à moins que la partie adverse établisse qu'il y a eu effectivement atteinte à l'intégrité du document. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, c'est-à-dire les éléments que j'ai mentionnés du contenu de la loi? Qu'est-ce que tout ça veut dire du point de vue du droit de la preuve? Et avant de continuer, je dois vous dire que j'ai été de bonne foi. J'ai vraiment donné la chance à la loi, encore une fois, parce que, évidemment, comme bien des gens, je la trouve difficile d'accès et j'ai de la difficulté à voir qu'est-ce qu'elle vient apporter au droit de la preuve en particulier.
Donc, je lui ai vraiment donné sa chance et je le répète encore, je ne peux pas me prononcer sur les autres aspects de la loi, mais pour ce qui est du droit de la preuve, je dois avouer que je ne comprends pas exactement ce qu'on a essayé de faire. Et ma question est sincère, j'espère qu'on va la considérer comme étant sincère. Je me pose vraiment la question, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la généalogie de cette loi-là? Je comprends qu'on ressentait un besoin de légiférer parce que à l'époque, donc à la fin des années 90, début des années 2000, c'était l'époque du boom technologique. Et donc, on voyait la nécessité d'encadrer tout ce phénomène-là. Donc, ça peut expliquer, évidemment, une bonne partie de l'action législative, mais ça n'arrive pas tout à fait à expliquer, du moins à mes yeux, pourquoi est-ce que, du point de vue du droit de la preuve, et on a consulté ou on a entendu des gens qui sont des spécialistes du droit de la preuve, notamment le professeur Royer en discussion du projet de loi. Et donc, je me demande pourquoi est-ce qu'on est allé dans ce sens-là et peut-être dans le sens de la biblioéconomie et de définitions assez complexes de différentes notions, notamment la définition du document. Pourquoi est-ce qu'on s'est lancé dans ce projet-là, à tout le moins en lien avec les éléments du Code civil qui concernent le droit de la preuve? Donc, pourquoi toutes ces définitions-là, toutes sortes de conditions qui, il me semble, au bout du compte, semblent nous amener à peu près nulle part. Encore une fois, d'un point de vue de preuve. Peut-être que ces définitions-là sont utiles à d'autres égards, je ne le sais pas, mais d'un point de vue du droit de la preuve, et les gens qui font du droit de la preuve semblent les prendre au sérieux, ou à tout le moins considérer qu'il s'agit de dispositions qui sont pertinentes pour le droit de la preuve. Qu'est-ce qu'on voulait accomplir? Je ne suis pas certain, parce que au bout du compte, ce qui nous reste après tout ça, d'important, c'est l'exigence de preuve d'authenticité qui essentiellement relève de la règle de la pertinence. Donc, en quelque sorte, on aurait pu laisser faire tout ça d'un point de vue du droit de la preuve et simplement s'appuyer sur les notions d'authenticité et de pertinence. Donc, si on va plus dans les détails des dispositions de la loi elle-même, on remarque qu'on pose d'abord une condition d'assurance d'intégrité. Et c'est un drôle de vocabulaire quand même parce que quand on parle d'assurer l'intégrité, d'abord, ça suggère une espèce de garantie ou une espèce de certitude qui est évidemment jamais présente en matière de preuve et d'établissement des faits devant les tribunaux. Donc, on dit l'intégrité doit être assurée, mais ensuite, c'est comme si on disait dans la disposition suivante, oui, OK, mais on énonce les conditions qu'on doit rencontrer pour que l'intégrité soit assurée, donc à l'article 6, mais c'est comme si on disait à l'article suivant, dans le fond, on n'a pas vraiment besoin d'établir des assurances quant à la capacité de la technologie d'assurer l'intégrité. Donc, à mes yeux, c'est comme si on avait augmenté l'intensité des exigences en disant il faut que l'intégrité soit assurée. Et puis ensuite, on avait dit ah oui, mais quand même, pas tant que ça. Il faut on va présumer que la technologie assure l'intégrité ou que l'intégrité de la technologie est assurée, que l'intégrité du document est assurée.
excusez-moi, pas l'intégrité du document, mais que la technologie est en mesure d'assurer l'intégrité du document. Donc, on fait baisser la pression en disant, bon, mais ce n'est pas si difficile que ça parce qu'on va prendre pour acquis que la technologie est en mesure d'assurer l'intégrité de façon générale. Donc, il y a un genre de jeu de ping-pong où on dit, oh, il faut que l'intégrité soit assurée. Mais ensuite, on dit, bah, pas vraiment, la technologie est présumée être en mesure d'assurer l'intégrité. Et finalement, on dit à l'article 7 de la loi, OK, mais finalement, si on montre qu'il y a eu atteinte à l'intégrité, il faudra montrer que l'intégrité est assurée. Donc, c'est une façon extrêmement compliquée et bizarre de s'exprimer, plutôt que de dire, OK, la partie qui invoque l'élément de preuve, le document technologique, doit faire la preuve de son authenticité par prépondérance des probabilités. On doit passer par tout ce vocabulaire-là pour arriver à peu près le même résultat ou à passer par le même chemin. Donc, quand on dit qu'une personne doit faire la preuve de l'authenticité d'un élément de preuve par prépondérance des probabilités, on dit qu'en fait, la partie qui invoque un élément de preuve, un document en l'occurrence, doit établir sa pertinence minimale et tous les éléments nécessaires à ce qu'il puisse faire la preuve de son contenu. Ça, c'est essentiellement ce qu'on veut dire quand on parle de la preuve d'authenticité. Souvent, on résume la preuve de l'authenticité en disant, bien, il faut qu'on fasse la preuve que l'élément de preuve, le document, est bel et bien ce qu'on prétend qu'il est. Ce qui revient essentiellement à dire, bien, faites la preuve de tout ce qui est pertinent pour que le document puisse avoir une valeur probante ou qu'il puisse faire la preuve de son contenu. Par ailleurs, à l'article 2840, ça c'est un détail, mais on utilise le langage du fardeau de persuasion, donc faire la preuve que l'intégrité a été atteinte ou non, mais sur la base de la prépondérance des probabilités, alors qu'à la base, on a semblé vouloir imposer un fardeau de présentation. Donc, en général, on prend pour acquis que les technologies sont en mesure d'assurer l'intégrité, mais quelqu'un peut venir prouver qu'effectivement, l'intégrité du document a été atteinte. Donc, à ce moment-là, c'est son fardeau de présentation. Et s'il réussit à rencontrer ce fardeau-là, ben, le fardeau retombe sur les épaules de l'autre de démontrer que non, effectivement, il n'y a pas eu atteinte dans les circonstances, mais à un moment donné, le va-et-vient s'arrête. Bref, quand on parle de la notion ou de l'expression l'intégrité assurée, on dirait que cette notion-là vise un document en général et qu'on semble regarder vers l'avenir. Donc, une espèce de prescription ou de suggestion aux personnes de s'assurer que leurs documents sont suffisamment ou ont la capacité de demeurer intègres. Mais dans un contexte de preuve devant les tribunaux, on n'en est pas là. Dans un contexte de preuve, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de savoir si l'intégrité du document est assurée, c'est de savoir si le document est effectivement demeuré intègre. Donc, pour reprendre une analogie du professeur Ducharme, qui faisait l'analogie avec un pont qui est détruit, mais ici, on ne veut pas savoir si le pont est solide en général. On veut savoir s'il est encore debout. Même s'il tient par un fil, peu importe, ça ne m'intéresse pas de savoir au moment où je présente une preuve, de savoir est-ce que le pont, avant de s'effondrer, est-ce qu'il était solide ou il n'était pas solide. Peu importe, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il est tombé ou il n'est pas tombé. Donc, c'est une drôle de façon de s'exprimer, de parler d'intégrité assurée, mais ensuite de parler du cas spécifique où l'intégrité du document a effectivement été atteinte.
Donc, là, je ne sais pas si c'est un problème, je veux dire, si c'est un problème conceptuel ou un problème. Il y en a un peut-être dans le sens où on a semblé vouloir à la fois faire des suggestions aux individus qui conservent des documents technologiques et s'exprimer en matière de droit de la preuve, mais il y a une espèce de mélange des genres ici, là. On n'a pas besoin de parler d'intégrité assurée de façon générale ou de solidité de façon générale quand on parle d'un pont. Quand la question qui nous intéresse, c'est est-ce que l'information est intègre ou est-ce que le pont est debout? Donc, drôle de façon d'exprimer les choses qui, je pense, complique la question et qui nous ramène à se demander, est-ce qu'on ne serait pas mieux simplement de parler d'authenticité et de pertinence? Donc, ça, c'est une difficulté que j'ai avec la loi. Et on peut se poser la question, est-ce que ça a été réglé ou expliqué dans l'affaire Benisti contre Clauda par la Cour d'appel? Je pense que, en tout cas, mon impression, c'est que la réponse, c'est plus ou moins. Parce qu'on lit Benisti contre Clauda et je ne critique pas du tout la Cour d'appel qui, je crois, comme Vincent Gautret, a fait le maximum avec ce qu'ils avaient pour donner une interprétation cohérente à la loi en lien avec le Code civil. Mais justement, quand on lit Benisti et qu'on constate le type de raisonnement que la loi demande en lien avec le Code civil du Québec pour arriver à une réponse ou à une certaine cohérence du point de vue judiciaire, je ne suis pas sûr que c'est une bonne nouvelle pour la loi. Parce que quand on lit Benisti, c'est une décision qui est extrêmement subtile et qui joue sur des distinctions très, très fines et qui ne vient pas du tout, et encore une fois, ce n'est pas la faute des juges, mais qui ne vient pas du tout simplifier les choses. L'autre chose que je mentionnerais en passant en lien avec Benisti, c'est qu'encore une fois, la Cour d'appel fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a, mais cette idée que les métadonnées où on n'a pas besoin de faire une preuve dans Benisti contre Clauda, dans le fond, la Cour d'appel a énoncé que pour ce qui est des documents technologiques en général, l'exigence de preuve d'authenticité demeure, sauf que la preuve distincte d'authenticité demeure, sauf que dans le cas des documents technologiques qui impliquent des métadonnées, cette exigence de preuve distincte d'authenticité ne s'applique pas parce que les métadonnées serait une sorte de preuve intrinsèque ou inhérente au document lui-même qui permet d'établir son authenticité. Le problème que j'ai avec cette partie du raisonnement-là, et je pense que Vincent aussi n'est pas tout à fait convaincu, même si c'est lui le héros de l'affaire. Le problème que j'ai avec ça, c'est que les métadonnées elles-mêmes, éventuellement, requièrent une preuve distincte de leur authenticité. Donc, les métadonnées ne font pas la preuve de l'intégrité d'un document par elles-mêmes. Elles doivent elles-mêmes faire l'objet d'une preuve, d'une mise en contexte qui appelle d'autres preuves pertinentes dans les circonstances. Donc, autrement dit, un document peut jamais, ou à tout le moins rarement, à lui seul assurer sa propre intégrité, même celui qui comprend des métadonnées.
Et si j'ai bien interprété l'ouvrage de Vincent à cet égard-là, je pense qu'il dit un peu la même chose, que c'est agile de la part de la Cour d'appel d'avoir fait cette distinction-là entre, et de la part de Vincent aussi, d'avoir fait cette distinction-là entre les documents qui comprennent des métadonnées et ceux qui n'en comprennent pas. Mais c'est une distinction qui est extrêmement subtile et qui peut-être aurait avantage à être mise de côté pour simplement dire, bien, peu importe le document, il faut faire la preuve de son authenticité. Peu importe le document, il faut établir toute la preuve pertinente autour de ce document-là qui lui donne à lui-même sa pertinence et par conséquent sa force probante. Et donc, là aussi, je pense qu'on aurait très bien pu ne rien dire plutôt que de passer à travers cette espèce de carnaval d'interprétation qu'on constate dans Benisti contre Claude. Encore une fois, pas le choix. Quand on est juge, quand on est auteur de doctrine, il faut essayer de donner un sens. Mais quand on légifère, c'est autre chose. Peut-être qu'on aurait pu simplement, en lien avec le droit de la preuve, rappeler aux avocats, aux juges, les principes généraux liés à la pertinence, à l'authenticité, les principes généraux liés au fardeau de preuve. On aurait pu peut-être anticiper que la connaissance de... c'était peut-être difficile à anticiper parce qu'à l'époque, justement, on était tellement impressionné peut-être par la nouveauté des choses que c'était difficile de l'anticiper, mais peut-être qu'on aurait pu penser à la possibilité que, éventuellement, les différentes technologies vont pouvoir être connues d'office. Donc, je pense qu'à bien des égards, maintenant, il y a beaucoup de connaissances d'office qui existent à l'égard des technologies et des documents électroniques que les juges peuvent prendre en considération. Je veux dire, la façon dont est constitué un document Word ou un document PDF, son impression, les technologies d'impression, etc. Je n'ai pas l'impression que ça va prendre ou que ça prend nécessairement une preuve d'expert. Où on aurait pu penser que, bon, ben, pour le moment, pour un bout de temps, on va peut-être avoir besoin de preuves d'expert, mais éventuellement, ce ne sera plus nécessaire parce que tout le monde comprend ou à peu près que ça fonctionne ou en comprend suffisamment comme on fait avec, je ne sais pas moi, à une certaine époque, les caméras qu'on utilisait pour faire de la photographie ou même les caméras vidéo. Je veux dire, on n'avait pas nécessairement besoin d'une explication de la physique et de optique de ces éléments de preuve-là pour qu'on puisse les utiliser et arriver à conclure à leur authenticité. Donc je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de tout ça, du moins, encore une fois, d'un point de vue de pure preuve. Maintenant, juste en terminant, deux petits problèmes que je peux peut-être soulever et qu'on pourra discuter par la suite. Il y a cette notion à la loi d'original ou de document qui tient lieu d'original ou qui a les mêmes fonctions qu'un original. Et cette notion un peu bizarre à mes yeux, selon laquelle un original aurait une fonction. Donc, à l'article 12 de la loi, on parle des fonctions de l'original et on parle notamment de la fonction d'être la source première d'une reproduction ou de la fonction d'être la forme première d'un document relié à une personne. Mais ce qui me frappe à cet égard-là, c'est que
il me semble qu'un original, ça n'a pas vraiment de fonction. Je veux dire, ça a des caractéristiques. C'est souvent la première documentation d'un événement ou d'un témoignage. Donc, c'est cet aspect premier, je pense, qui est important. Donc, c'est davantage un état qu'une fonction à être un original. Et encore là, la raison pour laquelle, du point de vue du droit de la preuve, on donne une importance aux originaux, c'est parce qu'ils sont une première documentation immédiate ou quasi immédiate de quelque chose, ou la plus immédiate possible. Et donc, on n'a pas besoin d'ajouter ou de réfléchir à ce que sont les fonctions particulières de l'original. C'est comme d'aller trop loin dans la réflexion conceptuelle. Un original, c'est l'original, et puis on lui donne une certaine importance en matière de preuve parce qu'il est plus proche de la réalité qu'on veut prouver. Mais il n'y a pas de fonction spécifique à part d'être utilisé comme document pour faire une preuve. Et la dernière chose que je vais soulever, c'est la question de l'écrit, de l'écriture et de la possibilité de reconnaître judiciairement des écrits qui ne sont pas écrits. Donc, des écrits, par exemple, vidéo, qui auraient la même valeur probante que des écrits, des écrits écrits. Donc, on a dissocié l'écrit du papier et ça va encore. Je veux dire, on comprend bien ce qui est un écrit sur un support technologique qui souvent d'ailleurs ressemble au papier. Mais parfois, on entend ça fait un bout de temps qu'on entend des appels à dissocier l'écrit de l'écriture et de s'attacher plutôt aux fonctions de l'écrit. Mais là-dessus, on peut quand même se poser la question, quand on s'éloigne de l'écriture, est-ce qu'on respecte les mêmes règles de droit comme c'est demandé à l'article 5 de la loi? Donc, oui, il faut que l'intégrité soit assurée, mais en plus, il faut respecter les mêmes règles de droit. Donc, si on demande l'écriture, on parle d'un écrit, est-ce que lorsqu'on quitte l'écriture, on se retrouve dans un domaine qui est distinct de celui de la preuve écrite? Et évidemment, l'écrit est proche de la parole, mais il est aussi évidemment intrinsèquement différent. Avec l'écrit, on a des mots, on a des lettres, on a ce que les linguistes, je pense, appellent des graphèmes, par opposition à des phonèmes. Donc, les graphèmes d'un alphabet qui composent les mots dans un langage naturel. Donc, c'est quelque chose de quand même de particulier et de défini. C'est vrai que dans la vie en général, l'écrit n'est pas nécessaire à la preuve de quoi que ce soit. Ce n'est jamais nécessaire qu'on ait un écrit pour faire la preuve de quelque chose, mais parfois c'est utile. Parce que l'écriture sur papier ou autre a certains avantages dans le processus d'exposition ou de documentation, notamment la précision, la possibilité de réviser avant d'arriver à la version finale. Et à cause de la précision et de la possibilité de réviser, ben, ça peut donner à un écrit une sorte de complexité qui n'est pas nécessairement atteinte par la parole, sauf si vraiment on apprend des choses par cœur après une discussion étendue. Donc, il y a cette capacité d'itération et il y a aussi la structure logique de l'écrit qui est quand même particulière, restreinte,
Et donc, ce n'est pas la même chose que la parole et ce n'est pas tout à fait la même chose que la parole enregistrée. Donc, si on parle d'équivalence fonctionnelle ou de neutralité technologique, là, la question est difficile à savoir, est-ce que les enregistrements vidéo, même s'ils sont très clairs et contiennent des expressions de consentement évidentes, est-ce que c'est l'équivalent fonctionnel d'un écrit? Je ne suis pas si sûr. D'autre part, il y a le sens ordinaire des mots qui exerce quand même son attrait en droit et devant les tribunaux, dans l'interprétation, et je pense de façon légitime. Un écrit, bon, ben, c'est un écrit et les gens ont des attentes, donc pour des raisons d'équité ou de ce qu'on pourrait appeler des raisons de primauté du droit, ben, les gens s'attendent à ce que le sens des mots soit, ou le sens ordinaire des mots soit respecté, sauf exception, sauf quand c'est absolument nécessaire. Donc, ça me ramène un peu à mon idée générale et mon point fondamental. Pourquoi est-ce qu'on voudrait transformer les règles alors qu'il n'y a pas nécessairement d'avantage à le faire? Évidemment, si on enregistre un contrat ou un échange de consentement sur vidéo, ça risque d'être une bonne preuve. Je veux dire, vous avez approuvé l'identité des gens, peut-être que ce ne sera pas compliqué. Après ça, vous les voyez consentir à propos de termes particuliers d'un contrat. Ce n'est pas une mauvaise preuve, c'est juste pas une preuve écrite. Et donc, on n'a pas besoin de l'appeler écrit pour que ce soit une preuve probante et utile. Donc, je pense que je vais m'arrêter là-dessus. J'en ai déjà probablement dit un peu trop. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et je passe la parole à d'autres, mais je vous remercie de votre présence.